Bonsoir. Avant de commencer, j'aimerais juste que vous vérifiez que vos téléphones portables sont fermés pour ne pas interférer. Voilà. Et je suis très heureuse de retrouver ce soir certains des habitués des rencontres de la Fondation Pierre Bergé Yves Saint-Laurent, d'en accueillir de nouveaux venus. Merci d'être là pour découvrir les amitiés artistiques de Jacques-Émile Blanche avec le commissaire de notre superbe exposition, Jérôme Neutre. Bonsoir. Bonsoir, Monique. Donc, c'est votre deuxième exposition à la Fondation Pierre Bergé Yves Saint-Laurent. La première était consacrée au dernier Maharaja, parce que Jérôme Neutre a connu des Maharajas, il est vrai, en chair et en os, la classe. Je suis certaine que les Maharajas ont été séduits par le fait que vous êtes, Jérôme Neutre, docteur ès-lettres, que vous avez occupé des fonctions prestigieuses en Espagne, en Inde, aux États-Unis. Vous étiez attaché culturel en Espagne, à Barcelone, à Delhi, à New York, avant que Jean-Paul Cluzel vous appelle à ses côtés, puisque vous êtes aujourd'hui conseiller spécial du président à la réunion des musées nationaux, où vous avez réussi l'exploit, en mars dernier, de monter la première rétrospective en France, depuis sa mort, du photographe Helmut Newton. Et je dis bien l'exploit parce que vous êtes le seul sur Terre à avoir réussi à ne pas vous fâcher avec sa veuve. Ceux qui la connaissent mesureront l'étendue de votre tact et le sens aigu de votre diplomatie. Je serai incomplète si je ne mentionne pas les essais sur l'art, la traduction de pièces de théâtre et les films documentaires que vous avez réalisés, notamment sur l'Inde et Barcelone. Si on entre dans les détails, on restera à l'heure, mais c'est pour ça que je vais abréger. Et je vais vous poser ma première question. D'où vient votre intérêt pour Jacques-Émile Blanche? Merci, Monique, d'abord de cette introduction. Brève. Brève, mais trop élogieuse. En fait, tout a commencé d'une certaine façon dans ma chambre de Cagneux à Henri IV. Je n'avais qu'une illustration qui était une reproduction sur carte postale du portrait de Proust par Jacques-Émile Blanche. Et comme beaucoup, je crois, puisque ce portrait est sans aucun doute le tableau le plus célèbre de Jacques-Émile Blanche, c'est en pensant d'abord à ce tableau, à sa destinée absolument extraordinaire, qui en fait probablement, je crois, l'image d'écrivain, en France en tout cas, la plus célèbre, la plus reproduite, ne serait-ce que parce que, il faut bien le dire, outre la magie et le mystère de cette œuvre en soi, elle est la seule œuvre la seule huile sur toile connue de Proust. Et donc, à ce titre, extrêmement reproduite, y compris du vivant de Proust, puisqu'il avait demandé lui-même à Blanche, notamment pour son premier portrait, parce qu'il y a aussi un dessin qui date d'un an avant le tableau, et qui est aussi présent dans l'exposition de Proust, d'en faire une gravure qui était en couverture d'une édition de luxe de la montre des jeunes filles en fleurs. Donc ça a commencé par, j'avais ce tableau, cette image comme beaucoup d'étudiants en lettres et de 20e a fortiori que j'étais, et il m'a semblé, principalement dans ce lieu, l'hôtel particulier où a créé Yves Saint-Laurent, qui a été habité pendant toute sa carrière par un imaginaire proustien et par des références proustiennes explicites. Il suffit d'ailleurs dans cette salle, et c'est très bien que notre rencontre se déroule dans ce salon, où vous verrez sur les murs accrochés un certain nombre de dessins et de photographies qui ont été prises dans la propriété de Pierre Bergé et d'Yves Saint-Laurent près de Deauville, qui s'appelait Château Gabriel, et les photographies parlent d'elles-mêmes. Nous sommes dans un décor, dans une maison qui voulait avoir une âme proustienne, et qui était, je crois, un lieu très désiré par Pierre Bergé, par Yves Saint-Laurent. Donc, il me semblait que dans ce lieu, et c'est pour ça qu'à la fin de l'exposition, vous voyez une robe créée par Yves Saint-Laurent,
faut se dire pourquoi une robe d'Yves Saint Laurent dans une exposition Jacques-Émile Blanche. C'est parce que Yves Saint Laurent, en décembre 1971, il y a eu un bal qui s'appelait le bal Proust. Il a créé plusieurs robes, dont certaines sont, on voit les dessins et les photographies. Et la robe créée pour Hélène Rechasse m'a tout de suite fait penser à cette phrase de Colette à la mort de Jacques-Émile Blanche en 1942. Il disait « Jacques-Émile Blanche peint les roses bouffantes, ruchées au corsage de Madame Swann ». Et quand on voit cette robe, eh bien, je ne sais pas si Yves Saint Laurent avait cette phrase qui était parue dans Comédia en 1942 en tête, mais en tout cas, c'est bien la preuve, s'il en fallait une, qu'il y a dans cette maison et dans l'œuvre d'Yves Saint Laurent l'imaginaire proustien de façon très aiguë. Donc, l'idée qui est partie d'une conversation avec Pierre Berger, et qui était vraiment une discussion en bâton rompu, où il s'étonnait, comme d'autres, il s'étonnait particulièrement de l'injustice, d'une certaine façon, de la ville de Paris, des musées et des expositions, pour l'œuvre de Jacques-Émile Blanche, puisque à Paris, la dernière exposition muséographique s'est déroulée avant cette exposition en 1943 au musée de l'Orangerie, et donc il y a près de 70 ans. Et l'idée est venue à partir de cette idée comme ça, d'imaginaire proustien, et de tenter un certain parallèle aussi avec la démarche artistique de Proust, et de recréer une sorte de salon imaginaire, évidemment, qui peut être le salon atelier d'Auteuil, mais qui peut être un salon en Normandie, qui peut être une matinée chez les Guermantes. Il n'y a pas de lieu, mais d'essayer de voir dans quelle mesure la phrase de Mauriac qui disait que Jacques Blanche était du côté de chez Swann, eh bien, pouvait s'avérer pertinente. Et voilà la source de ce travail, d'où le titre du côté de chez Jacques-Émile Blanche, qui donc directement place l'enjeu sur cette rencontre avec Proust. Donc on va parler ce soir, vous l'avez souhaité, des amitiés artistiques de Jacques-Émile Blanche. Elles sont nombreuses, tant ce peintre, écrivain et musicien était au centre de la vie mondaine et artistique de la Belle Époque. Mais nous avons en introduction évoqué brièvement son parcours. Qui était-il exactement? Jacques-Émile Blanche était, d'abord, parce que quand on est, on a des parents, le fils de son père. Il était le fils de son père, et le petit-fils de son grand-père, qui étaient donc les docteurs Blanche, qui étaient un peu Jacques Lacan de la Belle Époque, puisque c'était les aliénistes à l'époque, les psychiatres comme ça, et qui ont été évidemment très célèbres pour un peu initier d'une certaine façon cette discipline en France, et surtout parce qu'ils ont soigné et fréquenté, les deux parfois, nombre de gens célèbres. On cite souvent les patients les plus célèbres, Maupassant, avant cela Nerval. Donc le grand-père qui s'appelait Esprit Sylvestre Blanche, on lui doit effectivement le premier établissement pour aliénés, on les appelait à Paris. Son fils Émile-Antoine Blanche, donc là, le père de Jacques-Émile, suit le chemin tracé par son père. Et effectivement, c'est dans cet hôpital qu'on appelle de la déraison que naît Jacques-Émile Blanche et qui va grandir effectivement à Passy. Ses parents connaissaient beaucoup de monde. La terre entière, le tout Paris, c'est pour ça que je fais cette référence comme ça à Lacan, parce qu'il y a un côté à la fois de gens de lettres, de gens de l'art. Sa mère tient salon, se retrouve chez eux toutes les figures brillantes et notoires de la création
à la fin du XIXe siècle. Ça allait de la Croix, Berlioz, Degas, Sand, tout le monde. Voilà. Et donc c'est vrai qu'il grandit entouré de bonnes fées d'une certaine façon, même si c'est pas dans les habits de ses parents qui va vraiment fabriquer ces amitiés fondamentales et capitales avec lesquelles il va construire son œuvre. C'est ça, parce qu'à 10 ans, on disait qu'il était très très doué pour les arts, il savait déchiffrer des partitions de Wagner. Il jouait très bien du piano très tôt, il en a joué d'ailleurs toute sa vie. Et son professeur était Charles Gounod quand même. Il a eu de bons professeurs, et il s'est intéressé à la musique comme il s'est intéressé à la littérature. C'est l'honnête homme de Montaigne d'une certaine façon, c'est quand même ça. D'ailleurs il théorisait d'avoir de cette façon plusieurs cordes à son arc, et c'est ce que Gilles trouvait ça d'ailleurs très singulier. Il me dit quelqu'un qui veut absolument avoir plusieurs atouts en main, et il aura mené de front d'une certaine façon cet idéal de carrière d'honnête homme, alors au prix peut-être de n'avoir vraiment excellé dans la postérité dans aucune discipline, encore que en peinture. L'exposition aujourd'hui et quand même la présence de ces toiles à Orsay, etc., prouve qu'il est quand même un peintre non seulement reconnu, mais je pense très important. Mais enfin, c'est un musicien toute sa vie, c'est un écrivain, un romancier, c'est aussi un épistolier, on y reviendra, puisque dans ses amitiés se cultive aussi dans la correspondance, et c'est ce qui est absolument fantastique. D'ailleurs, quand vous parlez effectivement de Bonne Étoile, on a vu que Gounod était son prof de piano, Mallarmé son prof d'anglais, il a failli apparemment avoir Renoir comme prof de peinture, mais Renoir, sa mère ne l'aimait pas trop. Même si je ne suis pas sûr que Mallarmé fut le meilleur prof d'anglais en tant que prof d'anglais. Mais encore que dans la Pléiade d'ailleurs de Mallarmé, il y a les thèmes en anglais de Mallarmé, c'est assez intéressant. Mais c'est vrai que, bon, il y a des gens des élèves qui ont plus de chance que d'autres dans la rencontre avec leur professeur d'anglais. Alors, si nous résumons bien, donc il est né une cuillère d'argent dans la bouche, il a reporté tous les soirs des salons parisiens, des dîners mondains, les spectacles, à la recherche du sujet passionnant. Il connaissait, vous l'avez dit, la terre entière, avait des amitiés artistiques. Il était riche. Ben oui, il était riche. Ça a aidé, c'était bien. C'était pas un peintre bohème quand même. Exactement, c'est l'antithèse du peintre bohème, et dans le fond et dans la forme. C'était plutôt plus un dandy qu'un bohème. Ça explique peut-être aussi certains énervements, puisque ses contemporains souvent se sont hérités par jalousie, au fond, de temps de confort, peut-être. Mais bon, c'est vrai que ça lui a permis de voyager, ça lui a permis d'avoir un atelier à Londres et à Paris et en Normandie, et de ne pas, surtout de choisir aussi les modèles, de choisir ce qu'il voulait faire. C'est pas quelqu'un qui dépendait de la commande, même s'il a eu une part de commande évidemment, mais qui est finalement pas aussi importante que pour d'autres peintres portraitistes, puisqu'il avait cette chance de pouvoir vivre de ses rentes. Donc pour commencer effectivement par ses amitiés, si on peut dire que la personne au départ qui a été importante pour lui, ça a été Maurice Barrès. Il dit d'ailleurs, c'est l'événement capital de ma jeunesse. Barrès, essayiste, romancier, homme politique. Pourquoi effectivement c'était l'élément capital de sa jeunesse? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il dit en même temps que Barrès a évité avec lui la camaraderie littéraire et politique. C'est peut-être d'ailleurs ce qui l'a fasciné. Mais ils ont, enfin, ce qui est intéressant, et moi une fois de plus, ce qui m'intéresse, c'est ce qui reste, les écrits, et comment à travers Jacques-Émile Blanche, ou Jacques Blanche, comme il se faisait appeler dans sa vie, on retrouve et on relit ces textes. Le Barrès du culte du moi, le jeune Barrès, parce que là encore,
on va parler des amitiés artistiques de Blanche, mais quand même, en préambule, il faut rappeler cette phrase de Proust en 1919, quand il fait la préface de l'essai de Blanche qui s'appelle « De David à Degas », il dit « Les peintres, comme les écrivains que Blanche a aimés, c'étaient ceux qui devaient être grands un jour que lui vivait par anticipation, de sorte que ses jugements resteront vrais. » Ce qui est important, c'est que ces amitiés artistiques, ces amitiés avec les créateurs artistiques au sens de la création, ces amitiés capitales, fondamentales, n'ont pas été avec justement les amis de ses parents célèbres. C'est-à-dire que Barrès, c'est le jeune Barrès, du culte du mois, c'est pas... Oui, ils avaient 26-27 ans, l'un et l'autre. On va parler de Gide, mais quand il peint le premier portrait de Gide en 1892, je crois, c'est les cahiers d'André Walter, c'est pas les Faux Monnayeurs, c'est 1925. Donc Cocteau, en 1910, n'a publié que 2 recueils de poèmes, La Lampe d'Aladin et Le Prince frivole, qui ne sont pas des écrits qui ont marqué leur temps et qui sont absolument, qui n'en font pas du tout un personnage connu. Proust, le portrait, le dessin de 1891 ou le portrait de 1892, il n'a même pas encore commencé Jean Santeuil. C'est ça. Il commencera en 1895. Mais là, il se retrouvait par exemple avec Barrès. Mauriac de même. Mauriac en 1915-1916, quand il se rend compte, il a publié un recueil de poèmes, Les Mains Jointes, pas forcément quelque chose qu'il a rendu très célèbre, et La Robe Prétexte en 1914. C'est vraiment des créateurs en herbe d'une certaine façon. C'est ça, comme on parlera des Bacheliers, etc. À chacun d'entre eux. Mais là, c'était quoi? Bien sûr. D'en parler. Et moi, ce que j'ai trouvé donc, pour Barrès intéressant, en relisant notamment Le Jardin de Bérénice, parce qu'il c'est de voir à quel point le jeune Barrès, d'abord, a eu une langue qui est délicieusement surannée aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est d'ailleurs malheureusement pas assez lu, et des idéaux, y compris dans le rapport aux classes inférieures, à la notion de peuple, à beaucoup de choses qui sont déjà d'un temps très 19e siècle. Et tout ce qu'on va voir, et c'est pour ça que l'exposition volontairement prenait comme terme la guerre de 14-18, la Grande Guerre, c'est que ce sont des conversations, une société, des amitiés de ce qu'on appelle la Belle Époque, mais d'un temps qui va complètement disparaître avec la Grande Guerre. Voilà. Il y a 2 portraits de Barrès, d'ailleurs les 2 sont présents dans l'exposition, qui est dans la dernière partie de l'exposition. Et il y a, dans cette amitié, ce qui m'avait aussi intéressé, qui peut intéresser le public, c'était sur cette muse un peu commune qu'ils ont eue dans la personne de Désirée Manfred, au premier rang d'ailleurs, notre ami Lucie Loudoui, qui connaît bien Désirée Manfred pour habiter un peu avec elle, on peut le dire, puisqu'elle a prêté plusieurs tableaux sur ce sujet. Et cette jeune femme qui ressemble quand même, quand on lit le Jardin de Bérénice, ressemble à s'y méprendre à cette Bérénice, et dans laquelle il a peut-être retrouvé d'ailleurs cette Bérénice, eh bien ils l'ont un peu comme muse commune. Et par exemple, quand il y a le tableau où Bérénice est déguisée en chérubin, qui est dans le grand salon de l'exposition, Blanche raconte que c'est une idée de Barrès. Donc ils ont cette amitié aussi, que souvent avec Gide aussi, qui est une amitié qui est proche de cette philia grecque dont parle l'amitié au sens aristotélicien, c'est-à-dire vraiment de vouloir construire ensemble. C'est quasiment des amitiés stratégiques, c'est pas des amitiés de bistrot, c'est pas des amitiés de sortie. La preuve, c'est que dit que Barrès ne fréquentait pas forcément, même ne venait pas forcément le dimanche avec ses amis quand il les réunissait. Est-ce qu'ils partageaient les mêmes idées politiques, par exemple? Non, mais ils sont tous les deux très réactionnaires, ça c'est certain, mais je ne pense pas à lire en tout cas les correspondances, et j'ai apporté ici Breton, mais même dans le genre, Blanche, et vous en parlez parce qu'il est resté malheureusement
peut-être à cause de prises de position désolantes à la fin de sa vie. Et là, on parle pas du Blanche de 1940, mais du Blanche de la fin du XIXe siècle. Et je ne pense pas que ce soit un politique. Ça n'est pas du tout. Et la preuve, c'est que même pendant l'affaire Dreyfus, il est resté effectivement d'une neutralité malveillante, parce qu'il n'a pas signé des pétitions en faveur de Dreyfus. Il était probablement plutôt anti-Dreyfusard, évidemment, comme ses parents, mais comme beaucoup de Français aussi. Barès était anti-Dreyfusard. Et comme Bergson, d'ailleurs, tout en étant juif, n'a pas signé de pétition en faveur de Dreyfus. Donc c'est une affaire qui montre quand même à quel point il n'était pas engagé politiquement, parce que s'il y a bien un épisode politique donc, qui éclate à partir de 1894, vraiment, où toute personnalité qui a une dimension politique s'exprime, c'est bien l'affaire Dreyfus. Donc c'est pour ça que je ne pense pas que c'était quelqu'un qui a laissé, d'ailleurs, n'a pas laissé de traces, à part peut-être à la fin de sa vie, malheureusement, encore une fois, de théorie ou de dimension écrite politique. Il avait, comment dire, on disait de lui qu'il se brouillait avec ses amis. Est-ce que Barès, il y a eu une sorte de brouille particulière, ou bien non, c'est quelqu'un C'est ça, je ne pourrais pas vous répondre en détail, mais je suis sûr que Jane Roberts, qui est là, qui connaît beaucoup mieux que moi la vie de Blanche, pourrait en parler. Quand on parle de brouille, et ça, Jane on avait bien aussi, qui m'a beaucoup aidé, dont je salue la présence ici, eh bien, averti, il faut faire attention, encore une fois, au terme de brouille. Qu'est-ce que c'est qu'une brouille? Est-ce que c'est une brouille comme chez les surréalistes qui se condamnent à la mort? C'était pas ça. Et c'est pas voilà. vrai avec même avec Proust, c'est ça. C'est qu'il faut faire attention. Il y a, en revanche, ce qui est vrai, c'est que quand on voit, alors, il y a un personnage avec lequel on déduit la brouille de la façon dont parlent certains de ses amis de lui à partir de certaines dates. Par exemple, Montesquieu devient franchement odieux, mais comme il était odieux avec la terre entière, dans quelle mesure cela fait-il partie d'une brouille? Mais c'est vrai qu'ils ont été, voilà, et c'était un peu, voilà, le sport favori de Montesquieu, mais qui s'est une fois de plus brouillé avec la terre entière, et ça fait partie même de l'amitié, de l'étape d'une amitié avec Montesquieu, de se brouiller, de se faire insulter après un retour. On va parler de Gide, effectivement, qu'il rencontre vers 1890. Je ne vais pas être très précise sur les dates. Enfin, Gide, j'ai l'impression qu'il se moquait ouvertement de Blanche. J'ai retrouvé cette citation de Gide. Il disait: à chaque fois que je rencontre Blanche, je sens tout aussitôt que je n'ai pas la cravate qu'il faudrait, que mon chapeau n'est pas brossé, que mes manchettes sont sales. Cela m'inquiète beaucoup plus que ce que je vais lui dire. Et effectivement, il y a cette conversation assez drôle. Mais ça, c'est l'aspect qui est bon, c'est le côté. Il y a un côté snob de Blanche, et il y a aussi un aspect dandy qui évidemment de Gide. Quand on le voit, d'ailleurs, il suffit de regarder les trois tableaux, les trois portraits qu'a peint Blanche de Gide. Le premier, c'est 1892, donc c'est l'auteur des Cahiers d'André Walter. C'est tout sauf un dandy, une sorte de pasteur. Ensuite, au Café Mort, le Café Mort de l'exposition universelle, où on voit Gide avec ses amis, là encore, il a un côté qui tendrait plus vers le bohème que vers le dandy. Et le portrait de 1912 que vous avez dans l'exposition ici, eh bien, il suffit de regarder encore, il y a un côté très protestant, très sobre. Gide, c'est le professeur Gide. C'est pas le dandy qui s'habille à Londres. Mais est-ce que Gide reprochait à Blanche d'être riche, par exemple? Ou bien non, ça ne se passait pas comme ça? Je ne sais pas, et au fond, s'il y avait des choses comme ça, moi ce que je vois quand même, c'est que dans leurs échanges, et j'ai apporté d'ailleurs ici, parce que pour
faire la publicité, c'est publié au cahier de la NRF, la correspondance entre Gide et Blanche. Et là, je reviens à ce qui, moi, m'intéresse plus dans leur amitié, c'est comment il y a, et à travers la correspondance, puisque Blanche disait, la grande affaire de ma vie, c'est l'épistolaire, c'est la correspondance. Il a énormément écrit de lettres, et Gide aussi est un grand épistolier qui a écrit, je crois, 4000 lettres, enfin qu'on connaît, parce qu'il y a encore un milieu épistolaire, on ne sait pas. Et ce sont pas justement des lettres pour parler du costume d'un tel ou de... Ça, c'est vraiment des choses. Je vais vous citer par exemple un extrait d'une lettre de Blanche à Gide qui va mieux vous illustrer ce que j'appelais sur vraiment cette interaction qu'il cherche dans cette amitié, le sens qu'il donne au mot amitié, justement. Et je cite, et c'est en 1893, donc c'est après le premier portrait. Et Blanche explique à Gide, je n'appelle pas ami un être dont on admire l'esprit et le talent, avec qui l'on cause et que l'on voit 2 fois par semaine. S'il n'y a pas d'action morale, s'il n'y a pas d'influence de l'un sur l'autre, de prise, je ne nomme pas cela amitié. Et là, on est vraiment dans une conception de l'amitié qui est celle après déclinée dans de l'amitié, dans les essais de Montaigne, dans son rapport avec Étienne de la Boétie. C'est vraiment quelque chose qui, à partir évidemment d'une bienveillance, à partir de cette alchimie qui fait la rencontre entre 2 êtres, mais va faire que quelque chose de beaucoup plus profond se construit. Et au fond, dans cette correspondance avec Gide, et on va la retrouver dans d'autres correspondances, notamment avec Cocteau, avec Mauriac, mais avec d'autres, il passe au tamis d'abord tous les grands phénomènes culturels, c'est-à-dire ce qui les intéresse. Il parle de musique, il parle de littérature, il parle de leurs œuvres respectives. Et par exemple, il y a des échanges plus tard sur l'immoraliste de Gide, où Blanche essaye d'une certaine façon d'aider Gide à avouer que c'est lui Michel, que tout ça. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est très tangible, très fort et beaucoup plus intéressant effectivement parce que les amitiés artistiques, tout artiste à part ermite a des amis et d'ailleurs ça vaut en soi beaucoup de choses. Mais là, il y a, je trouve, dans la façon qu'a Blanche de cultiver l'amitié. C'est-à-dire, il la cultive, il la sollicite, il les invite, y compris avec des gens avec qui il n'est pas d'accord. Et d'ailleurs, on constate qu'il restera, malgré parfois de graves divergences intellectuelles ou même alors plus tard politiques, il restera quand même en lien de correspondance avec ses amis. Mais ce qui est extraordinaire avec Gide, ils sont très amis, comme vous dites, ils correspondent pendant 50 ans, et quand Blanche va apprendre l'homosexualité de Gide, il va être vraiment épouvanté, quoi. Ah oui, il a été aussi pour celle de Wilde, mais ça c'est l'autre chose, c'est sur les amitiés. Je disais qu'il y a les amitiés particulières, pour reprendre l'expression de Pervite. Alors, il y a pour Blanche les amitiés extraordinaires, on a dit, c'est-à-dire quand même d'aller comme ça, d'être attiré comme un aimant, comme ce que raconte Montaigne avec la Boétie aussi, qui est connu tout d'un coup. Il y a quelque chose qui fait de bienveillance physique, quelque chose de chimique qui fait qu'il allait vers des gens qui allaient s'imposer comme les grands créateurs quand même du XXe siècle, en tout cas de la première partie du XXe siècle, mais pour lesquels il n'y avait rien qui puisse même le laisser deviner. Hein. Je rappelle quand même que Proust a édité du côté de chez Swann à compte d'auteur en 1913 que Gide, patron de la NRF et grand écrivain et grand éditeur s'il en est, avait refusé le manuscrit. Ça on connaît par cœur, mais c'est quand même le premier, celui qui a écrit un article d'auteur sur du côté de chez Swann dans l'Écho de Paris en avril 1914, c'est Blanche. Donc il y a ça. Et alors il y a les amitiés donc extraordinaires, puis il y a les amitiés particulières, et ça vous faisiez référence à ça, qui est aussi, mais ça c'est un constat plus léger, mais qui est un fait comme ça, on ne peut pas s'empêcher de ne pas y penser. C'est vrai qu'il y a un aspect
en tout cas explicitement, socialement, et un affichage très prude et très effectivement choquée, un peu honteuse de Blanche, qui, parce que Blanche tout en était ayant mariée, été... Oui, il était marié sans marié, enfant. il vivait même avec plusieurs femmes, d'une certaine façon, parce qu'il vivait avec ses 2 belles-sœurs aussi. Et son père, n'est-ce pas, lui avait dit d'éviter de rentrer dans cette famille d'aliénés. Ouais, il y avait la mère, donc, donc, mais il a été, c'est vrai, c'est force de constater qu'il a eu dans ses amitiés très importantes, partie, parce que c'est pas vrai qu'on va rester là, mais il a eu beaucoup de plusieurs homosexuels, certains pas forcément notoires, c'est le cas de Gide au début quand même, mais mais quand il apprend que Wilde est homosexuel, il ne peut plus le voir, mais c'est vrai, là encore, c'est le côté, j'allais dire, il y a un aspect, on n'est pas c'est pas pour rien qu'il a été proche de Mauriac. Il y a un aspect Mauriac, il y a aussi l'affichage social. On n'est pas à l'époque dans les débats sur le mariage gay ou l'après-Pax, hein. Et c'est quand même le fils du docteur Blanche, voilà. Et donc il a un aspect conservateur. Et moi je ne suis pas j'étais pas dans le secret de sa conscience. Ce qui reste comme écrit, c'est qu'en tout cas, il veut garder, parce que c'est quelqu'un, une fois de plus, quand il dit la grande affaire de ma vie, c'est l'épistolaire, quand il publie énormément, Blanche. Donc c'est quelqu'un qui est dans la volonté, d'ailleurs comme Proust, comme tous les grands créateurs, et à ce titre, c'est un grand créateur, de contrôler ce qui se dit. Il contrôle sa biographie, il contrôle son œuvre quand même. Il écrit, il sait que ça a plus que d'une chance d'être publié, puisqu'il est publié régulièrement. Et donc, en affichage, force est de constater qu'il est un peu paradoxal. Et en tout cas, c'est vrai que ses écrits sur ses allusions, en tout cas, évidemment, étaient bouleversés en apprenant l'homosexualité de Gide ou celle de Wilde, détonnent, c'est le moins qu'on puisse dire, avec une sensibilité que beaucoup quand même perçoivent dans certains de ses tableaux. Et quand on voit notamment l'autoportrait, qui malheureusement n'est pas dans l'exposition, avec Rafael de Ochoa, son ami espagnol, son autre amitié particulière comme ça de jeunesse, mais de jeunesse, par exemple, à 15 ans non plus, aussi peintre, et où il se peint en autoportrait avec Ochoa derrière. C'est un tableau magnifique, mais qui ne peut pas ne pas être conscient de son ambiguïté, puisqu'elle est là. Et je ne parle pas de Sir Coleridge Kennard, ce jeune Anglais dont en tout cas que la mère n'a pas reconnu, et qui s'est marié, qui a eu des enfants plus tard, mais en tout cas dont Blanche a certainement voulu souligner, sinon il n'aurait pas pu faire mieux, une ambiguïté évidente. Pour juste terminer avec Gide, par exemple, Gide écrit, il estimait que la peinture et les écrits de Blanche avaient les mêmes qualités et les mêmes défauts. Réussite du premier coup ou ratage, ce à quoi Blanche répondait: Gide ne doute pas de ce qu'a été ma vie d'atelier, acharnement, reprise, désespoir, etc. Mais c'est pour ça que là-dessus, ils sont dans ses correspondances et dans ses amitiés artistiques, c'est assez surprenant au début de voir à quel point il peut être rosse avec ses amis et réciproquement. C'est-à-dire que Gide, dans son journal, est très sévère avec Blanche, tout en ayant... C'est son ami. Mais ça n'empêche, ils sont dans cette construction. C'est pour ça que je parlais. C'est pas une amitié... De toute façon, c'est pas de l'ordre de l'amitié proche de l'amour qui est de mon ami right or wrong. Là c'est quand même quasiment parfois de l'amitié professionnelle, entre guillemets. Il y a cette dimension, et c'est pour ça que j'ai tout de suite pensé, c'était l'illustration parfaite de l'amitié selon Aristote, comme ça, qui la compare à la justice, c'est-à-dire à l'égalité. Un fait une prestation pour l'autre, et l'autre fait une contre-prestation en retour. Avec Proust, on le voit, Blanche écrit dans l'Écho de Paris une critique qui sert Proust. Proust écrira la préface de David et Degas, très très laudatrice,
35 pages quand même sur Blanche, le défendant point pour point, etc. Et on voit bien dans leur correspondance que c'est aussi c'est de l'ordre quasiment du deal. Il y a une solidarité, il y a quelque chose qui est un peu une sorte d'appartenance d'équipé ou d'équipage comme ça. Et sur Gide, donc, ce qui n'empêche les uns et les autres de se dire du mal. Et partant, par exemple, sur Gide, si Gide est sévère avec Blanche, Blanche l'est aussi avec Gide, parce qu'il écrit par exemple à Cocteau, dans le dos de Gide, « Gide m'a tellement grondé avant-hier que je n'ose plus rien dire, il est tellement fier que les caves, les caves du Vatican, ne soient vendues qu'à 354 exemplaires. Cette attitude à la Degas me paraît aussi prétentieuse qu'irritante. » C'était pas une époque, effectivement, de politiquement incorrect, où on n'hésitait pas pour un bon mot, de se fâcher, etc., juste pour le... Je crois qu'aujourd'hui, quand on aura publié les correspondances des écrivains d'aujourd'hui, et pour en fréquenter plusieurs, je suis malheureusement habitué à entendre c'est quelque chose qui se perpétue. Bien sûr, et je crois que ça se perpétue dans toutes les professions et chez chacun. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça n'empêche, il y a ce côté qu'il y aura aussi avec Stravinsky, où il peut dire publiquement que le Sacre, c'est un grand moment d'histoire de l'art, et de temps en temps, dans sa correspondance avec d'autres, pas assassiner, mais marquer des réserves qui sont de l'ordre, j'allais dire, des coulisses. Il y a ce qui doit s'afficher socialement, il y a cet aspect d'entraide, de solidarité, de défense de ses amis en tant que créateur. Puis ensuite, il y a les coulisses que sont des correspondances plus privées où on peut prendre distance, heureusement. C'est ça qui est intéressant. On a parlé de Proust, mais pour revenir au portrait, effectivement, qui fait l'affiche de l'exposition, c'est un portrait qui apparemment ne plaisait pas du tout à Blanche. C'était un portrait en pied qu'il a déchiré, et Proust a récupéré il a en effet, ce qui reste. Il en reste quand même. Probablement. L'essentiel. Je n'ai pas vu, personne qui ait vu il n'y a pas de reproduction de l'état initial, mais là encore, il l'a fait aussi pour le portrait de Montesquieu. Il a fait en pied de nombreux portraits, puisque ici, dans l'exposition, il y a un portrait, le portrait de Cocteau en pied, peut nous permettre de deviner à quoi pouvait ressembler, en tout cas dans ses proportions, etc., le portrait de Proust en pied. Il a choisi de découper et de recadrer, mais j'allais dire comme d'autres peintres l'ont déjà fait, il a recadré. Alors c'est vrai qu'il y a le mystère du reste. Toujours est-il que ce portrait a eu une destinée exceptionnelle dans ce format-là. On ne peut pas l'imaginer dans un autre format. Il est devenu une icône à quel moment? Il est devenu d'abord, pour une raison initiale très importante, qui est que Proust adorait, idolâtrait ce portrait qu'il a gardé dans sa chambre et dans ses chambres successives toute sa vie. Et donc, il faut, et c'est de ça que je vous parlais de la source de cette exposition. C'était quand même, je me souviens très bien que ce qui me fascinait, pourquoi j'avais cette carte postale, c'est pas pour avoir Proust en disant voilà un bon modèle, c'était quand même, c'est en regardant cette image que Proust a composé toute la recherche. Voilà, parce qu'il a écrit dans sa chambre. Donc c'est quand même, rien qu'à ce titre, c'est en fait un monument national. C'est-à-dire qu'elle fait partie, cette toile, comme objet, j'allais dire, en dehors après des qualités de peintre, elle fait partie comme objet d'art de la fabrique de la recherche du temps perdu. Quand même, probablement, grande œuvre littéraire du XXe siècle français. Donc ça lui donne un aspect quasi de relique et aussi quelque chose avec on ne peut pas travailler complètement sur la recherche du temps perdu sans penser à ça. Alors le biographe de Proust, enfin le biographe le plus accompli de Proust, qui a fait son édition finale dans la Pléiade, Jean-Yves Tatier, dans cette très belle biographie de Proust, dont il dit bien, parce que lui ne fait pas de critique des sources, il ne s'intéresse pas à Proust
comme individu. Il fait la biographie il dit la biographie d'un grand écrivain, c'est la biographie d'une œuvre. Donc il fait la biographie de la recherche, et c'est bien pour ça qu'il parle aussi de ce tableau, parce que ça fait partie de la fabrique de la recherche. Et pour lui, sa théorie est assez, je trouve assez délicieuse, puisqu'il dit d'une certaine façon, il se pose la question, est-ce que ce tableau n'a pas joué dans la vie de Proust le rôle du portrait de Dorian Gray dans le roman d'Oscar Wilde? C'est-à-dire qu'il l'a eu comme un miroir. Quand on lit, quand on relit dans Jean Santeuil la description de ce tableau, parce que même s'il change une chose, puisqu'il part d'une rose à la boutonnière, c'est manifestement pas une rose qui est à la boutonnière de Proust sur ce tableau, il est bien question de ce tableau. Mais par le jeu de transposition proustien classique, il change d'abord, il l'attribue à la Gandhara, qui est de toute façon un concurrent, entre guillemets, d'un autre portraitiste de l'époque, mais il en parle, et on voit qu'il en parle avec une certaine fascination, puisqu'il pense qu'au contraire, ça l'embellit d'une certaine façon, ça le magnifie. Et donc il a sans doute eu aussi, manifestement, eh bien, le désir et toute l'anamnèse qu'est la recherche du temps perdu, eh ben, elle naît en repartant vers ce temps perdu qui est celui de sa jeunesse et celui de ce jeune homme qu'il est en 1892. On a parlé de Proust, on va parler de Et pour finir, elle est aujourd'hui, donc cette toile est aujourd'hui conservée au musée d'Orsay. Proust avait 10 ans de moins que Blanche. Cocteau, combien avait-il? Cocteau avait 20 ans. 19. Et puis Mauriac avait beaucoup plus, 24, par là. Est-ce que, effectivement, Blanche cherchait toujours la compagnie de personnes, de gens plus jeunes que lui? C'est toujours pareil, on parle du Blanche à partir de Blanche en 1910, il a 50 ans. Donc peut-être qu'il y a un âge où il était avec des gens de son âge, et puis il y a un âge où il se sent, où il doit, comme tout un chacun, apprécier la compagnie de jeunes gens qui, sans être explicitement des disciples, mais avec lesquels, je pense, il a, et c'est le cas pour Cocteau, parce qu'il parle beaucoup il le met en garde sur certaines choses, ils ont une fois de plus les amitiés telles qu'elles restent dans la correspondance, parce que souvent elles se font de façon épistolaire, pendant toute la guerre ils se voient très peu, et ils échangent, montrent qu'il y a cette volonté, comme je citais dans cette lettre à Gide, de vouloir agir, d'avoir prise. Et donc, c'est vrai que peut-être c'était plus aisé ou plus, j'allais dire, plus un défi, plus excitant, plus motivant, d'essayer d'avoir prise et de contribuer à la fabrique, au sens pongien, de Cocteau. Puisque Cocteau, il le dit d'ailleurs dans ce genre-là, quand il le rencontre par la mère de Cocteau, qui est amie des Blanches, Cocteau, une fois de plus, est absolument inconnu en tant que Jean Cocteau que nous connaissons. C'est pas Jean Cocteau, le poète, créateur, que nous connaissons. Non, donc je pense qu'il y a, mais il décèle le prodige que va bien s'avérer être Jean Cocteau. Et c'est ça, quand je parlais des amitiés artistiques de Camille Blanche, c'est quand même, j'allais dire, rien que pour ça, c'est comme il y a les amitiés particulières pour Perfit, lui, il y a des amitiés extraordinaires. Il y aurait quelque chose, il faudrait s'appeler les amitiés extraordinaires Jacques-Émile Blanche, parce que Dieu sait, on peut parler aussi des ballets russes. Il est un des membres fondateurs des ballets russes. Il rencontre un producteur à la fin du 19e siècle, en 1994, quelque chose comme ça, mais il va être membre fondateur. Il est, donc ça veut dire membre fondateur tout simplement, on sait qu'il va contribuer à leur financement. Mais comme il a financé, il a aidé à financer la première revue wagnérienne, donc fait son ami du Jardin, il a toujours, il aime, je pense qu'il aime, comme on peut bien l'imaginer, miser comme ça sur des
jeunes créateurs en herbe qui s'avéreront la plupart du temps de très bons choix. Et effectivement, avec Cocteau, il s'amusait à écrire par exemple une pièce de théâtre qu'il apportait à Sacha Guitry, il voulait effectivement la jouer et ça allait dans les deux sens. Et on dit que si effectivement Cocteau illustra le Potomac, c'est grâce au Conseil de Blanche également. Et puis Cocteau le considérait, je crois, comme un père. En fait. Il y a cette terminologie du fils dans leurs échanges. Et au sens de vie spirituelle, pour le coup, comme on disait. Donc, Mauriac, 24 ans, les séparés, une amitié de 26 ans, et il écrit, Blanche, que depuis Barès, François reste le seul avec qui je me sens en présence d'un égal, capable de me comprendre malgré ou à cause de ce qui nous divise. C'est quand même assez fort. Oui, mais là encore, interaction entre les deux à partir de cette chimie de l'amitié qui est toujours inexplicable. Mauriac a dit de Blanche, en tour, qu'il avait fait l'éducation de son œil. Donc, parce que c'est un homme de goût, effectivement, qui passait beaucoup de temps chez lui, et dans son atelier, il voyait des peintures de grands maîtres. Oui, et puis précisément parce que beaucoup de choses vont les diviser. Alors là, pour le coup, aussi politiquement, et puis dans leur vision du monde. Mauriac, c'est justement quelqu'un qui va être mort en 1970, comme ça, il va être dirigé vers le XXe siècle. Quand je pense que Jacqueline Blanche est dans la nostalgie, dans la recherche de ce temps perdu qui est du côté du XIXe siècle. Et donc leurs échanges sont précieux, et leur correspondance, qui, là encore, je vais citer pour un autre éditeur, parce que c'est chez Grasset, leur correspondance est vraiment précieuse, et encore une fois, un exemple de cette amitié créatrice. C'est-à-dire que c'est la culture de cette amitié qui contribue à la formation et du goût et de l'œuvre de l'un comme de l'autre. Ils ont d'ailleurs essayé d'écrire, je dis essayé parce qu'elles n'ont jamais été jouées à connaissance, ils ont essayé d'écrire 2 pièces de théâtre ensemble. Donc, mais ça, c'est une fois de plus, ça vaut pour illustrer, pour démontrer qu'il y a une amitié qui est fondée sur cette interaction créatrice. Et vraiment, les correspondances sont la meilleure preuve de ça. C'est surprenant de voir à quel point la richesse de leurs échanges et qui du coup deviennent aussi des témoignages, des panoramas même de la création, des échanges intellectuels à cette époque. C'est ça qui est intéressant. Et à ce titre, la correspondance de Blanche rejoint aussi l'enjeu qu'il donnait lui-même explicitement à sa peinture, qui était de restituer le ton et l'atmosphère d'une époque, comme il disait. Oui, Mauriac qui dit effectivement que Blanche lui donnait des idées pour approfondir la psychologie de ses personnages, et il avait une intuition psychologique hors pair, un grand sens de l'observation, qu'il arrachait le secret d'une âme quand il la peignait. Ouais. Ce qu'a écrit, moi je trouve que ce qu'a écrit Mauriac sur Blanche, la façon dont d'ailleurs c'est même pas défendu, parce que c'est pas de procès, mais il a écrit des mots absolument percutants et très justes et très mesurés et vraiment parfaits sur Blanche. On va parler de peintres comme Degas, Blanche le considérait comme un maître. C'était un ami de la famille, de toute manière. Oui, c'est certain que les goûts, en tout cas, ce qu'on sait, il faut voir aussi que ce qui est intéressant pour voir qu'est-ce que c'est les maîtres d'un peintre, c'est les toiles qu'il regarde et qu'il a envie de voir avec lui. L'avantage de Blanche, c'est qu'il avait les moyens de collectionner. Donc, à la différence d'autres peintres qui n'avaient pas le sou, on ne sait pas qui ils auraient acheté. On sait que lui, il a acheté Monet, Renoir, Rodin, Manet, Ingres, Corot, ensuite. Donc, il avait je pense que le grand, ce qu'on lit dans ses écrits, dans son journal aussi, et ce qu'il disait,
c'est quand même le grand nom de peintre. S'il avait voulu être un peintre, voilà, il aurait voulu être Manet. Quand il dit, il y avait cette phrase que je voulais vous citer, qui est très belle, où il parle d'une délectation face à la peinture de Manet, une délectation à la fois physique et intellectuelle, que j'assimilais à la qualité de mon mémoire lycéen quand m'a larmé me réciter un de ses poèmes. Ça, il le dit dans un article Centenaire de Manet en 1932. Et là, on retrouve encore ces termes, je vous disais, cette amitié au sens aristotélicien, qui est à la fois bienveillance physique et une interaction intellectuelle. Donc, il reçoit ça dans la peinture de Manet. Bon, maintenant, c'est évident, et c'est évident aussi dans ces tableaux, notamment de cette première période. Il y a aussi une influence de Degas sur les pastels, etc. Degas est là, et il a fait le portrait de Degas. Bien sûr. D'ailleurs, un portrait qui les a brouillés, là on peut dire. Degas aimait bien ce portrait, je crois, mais il avait refusé qu'on leur produise, mais ça c'est peut-être pour d'autres raisons. Voilà, c'est ça, c'est la reproduction. Mais il a aimé ce portrait, puisqu'il a dit qu'il donc Blanche fait un portrait de Degas, Degas adore ce portrait, mais à condition qu'il ne soit pas reproduit et donc le fait et donc Blanche le reproduit et puis ça les brouille. Mais ce tableau a eu de toute façon une destinée en lui moins glorieuse que celle que le tableau de Proust, puisqu'il a été détruit dans un incendie. Ça, c'est Jane Roberts qui l'a d'ailleurs découvert, parce que même au musée de Raleigh, où il est exposé, il est encore marqué de 1902, ce qui est effectivement la date d'exécution du tableau original. Et comme il a été détruit, ce tableau, Blanche l'a peint de nouveau, de mémoire. Donc il tenait, c'est sûr. Et puis Degas, comme on voit d'ailleurs dans des photos de famille, etc., Degas fait partie de son univers et de peintre, et de son univers personnel, familial, même si, comme je vous citais tout à l'heure dans sa correspondance, il critique l'attitude à la Degas de Gide, donc il n'est pas dans son idolâtrie comme il aurait pu l'être de Manet, par exemple. On va parler des musiciens parce que le temps presse, Debussy, Stravinsky. Il avait des goûts assez modernes en musique. Contrairement à ses goûts en peinture, on peut dire en littérature et en musique, il était quand même assez moderne. Je ne sais pas. Non. non, mais quand même, les Valéry, c'est pas rien. Non, d'abord, il y a Wagner, donc ça... mais toute leur génération, toute notre génération est dominée par Wagner et par Parsifal. Ça. Il écrit en 1892. Donc il a un environnement musical. D'abord, c'est un virtuose, c'est quelqu'un qui joue, c'est quelqu'un qui est un mélomane totalement accompli. Donc à ce titre, tout ce qu'il écrit sur la musique est extrêmement pertinent. C'est vraiment, les musicologues qui lisent ça trouvent que c'est vraiment il maîtrise totalement le langage de la musique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, là encore, par exemple, je prendrai l'exemple sur ce que vous dites. C'est ce que je reçois quand je lis tout ça, mais comme il est tourné vers le 19e siècle, un peu d'une façon donc très proustienne, comme ça, dans cette nostalgie de ce paradis perdu. Pour Stravinsky, par exemple, vous disiez, oui, il est sensible aux musiques, aux avant-gardes, parce qu'il a célébré le sacre. Oui, et en même temps, je vais vous lire ce qu'il écrit, ce qu'il peut écrire sur Stravinsky, c'est-à-dire qu'à la fois, il dit que le sacre il dit, j'ai l'impression d'assister à non pas une scène de l'histoire de l'art, mais une scène de l'histoire avec un H majuscule comme ça. Donc il ne peut pas dire mieux sur le sacre en 1913, mais en même temps, il arrive à être assez sévère avec Stravinsky, notamment dans ce... J'ai retrouvé ce qu'il dit à Gide, parce que c'est assez amusant, mais enfin, bon, si je ne le retrouve pas, c'est pas grave, mais en tout cas, il est assez critique
Et quand on lit ce qu'il dit sur Stravinsky, sur même le Sacre, et puis après sur Nos en 1915, on se dit qu'avec parfois avec un ami comme Jacques Villeblanche, on n'a pas besoin d'ennemis. Il est un peu Ross, quoi, comme il est aussi avec d'autres. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'encore ce que vous disiez sur le fait ce qu'on disait sur le fait de vouloir déceler potentiellement le créateur en herbe qui va s'affirmer. Et alors, il y a à ce titre un exemple, c'est Percy Grainger, qui est ce compositeur australien, qui est donc très jeune, et là encore inconnu de tous les bataillons artistiques, en tout cas européens et français, quand il le rencontre. Ben, j'ai retrouvé pour Stravinsky, il dit mais comme en 1916, il dit à Cocteau, il y a des moments où il semble que tout s'écoule, je choisis un bon siège, je appuie mes coudes. Et Stravinsky commence à geindre les lamentations de la fiancée. Enfin, il fait un réquisitoire en terminant, ce sera admirable sans doute plus tard. C'est pas du tout sympathique. En revanche, quand il rencontre ce jeune Percy Grainger, il dit, il faut que je retrouve absolument, c'est ça, c'est vraiment, il veut dire justement à ses amis qu'il a rencontré un nom absolument voilà. 1902, donc Jacques Villeblanche à André Gide. Je viens de passer 2 jours avec un être extraordinaire, si unique, que je pense à vous en parler, car il est impossible que vous n'entendiez pas plus tard le nom devenu célèbre. Retenez ce nom, Grainger, jeune Australien de 19 ans, musicien. À moins qu'il ne meure, il me paraît impossible qu'il ne donne pas des œuvres prodigieuses, ce qui est le cas. Je ne veux dire pas qu'il est mort, mais qu'il a fait des œuvres prodigieuses. Une Anglaise de mes amis rencontrée dans ce diable que j'aurais vu tant de types étranges a amené ici pour qu'il se repose, ce jeune prodige d'Australie qui travaillait obscurément à Londres, dans la pauvreté, donnant des leçons de piano et pensant à la conquête du violon. Et donc, il décrit, alors là encore, ça commence, c'est totalement aristotélicien, la bienveillance physique, comme ça, la beauté de ce jeune archange aux yeux d'acier, avec le plus admirable profil, une bouche de travers rouge comme un cactus, des cheveux d'or, un grand corps harmonieux mais comme cassé, des mains d'ouvrier. Bon, ça c'est le côté. Et puis ensuite, il y a tout le discours de Grainger sur Wagner, sur tout ça. Enfin, il détaille ça de façon très précise, très bien écrite. Et c'est même dans les moments, ces moments-là, je trouve, dans cette correspondance, il est le plus brillant. Là, il est vraiment, c'est le critique qui a perçu dans ce jeune Australien un compositeur qui va rester. C'est le cas. Portraitiste, juste je termine par cela avant de laisser la salle vous poser des questions. Son œuvre, sa vie, c'est la même chose? Je pense que l'œuvre d'un écrivain ou l'œuvre d'un peintre n'est pas sa vie et réciproquement. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Non, je pense que ce qui est vrai, c'est qu'il a voulu livrer, comme il disait, une petite histoire de son temps. Et de même que la recherche du temps perdu n'est pas la vie de Proust, mais elle se veut aussi un travail stylistique qui permette de livrer aux générations futures, eh bien, une image du ton, de l'atmosphère, du style de l'époque. Donc à ce titre, effectivement, on peut dire que tous les deux ont mis leur vie dans leur œuvre, puisque ce sont tous ces amis qui sont peints. Souhaitez-vous poser quelques questions? Alors, je voulais juste ajouter quelque chose. Tout à l'heure, j'ai parlé de Château-Gabriel, ce que je vois tous ces photos au mieux. J'ai oublié de vous dire que c'est Jacques Grange qui a décoré Château-Gabriel, donc vous voyez la demeure Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, la demeure proustienne, et que c'est donc aussi dans ce souvenir-là, et pour ça qu'on a demandé à Jacques Grange de réaliser le décor de l'exposition. Et à Nathalie Crinière, la scénographie. Bien sûr, qui est architecte, scénographe, parce qu'elle a reconstruit. Oui, madame. Vous avez évoqué Debussy, mais du coup, on n'en a pas entendu parler. Vous voulez qu'on parle de Debussy? Alors, parlons de Debussy par rapport à Jacques-Émile Blanche. Alors, il a peint 2 portraits de Debussy. Il y en a un qui est dans le jardin d'hiver, là,
et qui est peint au moment de la composition de Péléas et Mélisande, qui est d'ailleurs une œuvre de Debussy qui est citée plusieurs fois par Proust dans La Recherche du temps perdu, dans Sodome et Gomorrhe, il en parle à plusieurs reprises. Et ils ont une relation assez proche à ce moment-là pour que Blanche assiste à l'esquisse, comme ça, la première présentation devant ses amis par Debussy de Péléas et Mélisande. C'est le grand musicien de cette période, même s'il a encore Blanche est assez rosse en disant qu'il était fort peu cultivé, presque illettré en parlant de Debussy. Voilà. Et Debussy qui était très proche, en revanche, vraiment très proche, amicalement, un peu plus au sens de l'amitié dont on a parlé, avec Pierre Louis. Et Pierre Louis, lui, il faisait partie quand même aussi on n'en a pas parlé, mais des amis proches de Blanche. Pierre Louis qui était aussi très ami avec Gide, enfin tout ça. Et donc l'ami qui a été quasiment un guide d'ailleurs pour Debussy, qui a mis en musique Bilitis d'ailleurs, c'est Louis. Mais c'est vrai que la musique de Debussy, on pense en passant devant ses portraits à la musique de Debussy. Moi, je voulais vous poser une question. En fait, on peut retenir de Blanche en fait, que c'est un grand portraitiste. Hein, en fait, puisque là, on voit une exposition, il y a plein de portraits de gens célèbres de son époque qu'il a trouvé un peu avant qu'il soit célèbre. Est-ce qu'il y a dans sa peinture autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas que des portraits? Est-ce que finalement on gardera finalement, c'était un grand portraitiste de son époque, ou a-t-il fait autre chose Alors, merci, c'est une très bonne question. L'exposition était vraiment dédiée aux Blanches portraitistes et portraitistes jusqu'à jusqu'à la Grande Guerre, parce que le propos était resserré sur donc ces amitiés, cette société, ce monde qui va disparaître avec la guerre. Maintenant, et ça je vous encourage à regarder l'ouvrage de Jane Roberts qui montre aussi la diversité. Blanche, d'abord Blanche il a peint jusqu'à plus tard, même si je trouve que c'est pas tout à fait la même qualité plus tard, mais enfin bon, ça se discute. Mais il a peint aussi beaucoup de nature morte, il a fait des paysages, notamment à Lyon, évidemment, et en Normandie, et il y a beaucoup de choses. Là le but était c'est pas une rétrospective monographique de Jacques-Émile Blanche-Pinte, c'est d'imaginer l'atelier salon d'Auteuil d'une certaine façon, c'est-à-dire de rentrer, de projeter le visiteur derrière les murs de l'atelier salon, comme disait d'Auteuil, et d'aller du côté de chez Jacques-Émile Blanche pour voir du côté de chez Swann. Donc c'était vraiment ça. Mais vous avez tout à fait raison. Il y a autre chose. Maintenant, à titre personnel, je pense qu'il reste et restera peut-être comme d'abord un portraitiste hors pair, en tout cas dans cette période-là. Mais il y a un œuvre peinte très large. C'est-à-dire quand il va chez Manet, et Manet lui dit amenez une brioche, je veux vous voir en train de peindre une nature morte, c'est la pierre de touche du peintre. Oui, mais ça c'est le test, c'est comme les cuisiniers, les grands chefs qui avant d'employer un commis lui demandent de faire une sauce au beurre blanc ou même un œuf au plat pour voir s'ils ont une chance d'être un jour cuisinier. Madame. Oui, merci beaucoup. Je voudrais revenir un tout petit peu sur le rapport à Proust, qui lui-même avait donc des amitiés très compliquées, alambiquées, enfin c'était lui-même qui compliquait, je dirais, les choses. Un même rapport peut-être à la correspondance comme genre littéraire à la limite. Donc j'ai deux questions. Vous dites qu'il n'y a pas de brouille, et je vous suivrai tout à fait là-dessus, mais de nombreuses années séparent les Proust de Blanche, donc je voudrais savoir, est-ce que c'est seulement l'affaire Dreyfus, et puis comment s'opère le retour? Et puis ma deuxième question,
Commençons par celle-ci. Non, mais ce qui est important, on voit par exemple, là, nous avons numérisé et scanné, elles sont 89 pages de correspondance de lettres de Proust à Blanche, qui vont de 1892 à 1919. Ce qui n'empêche, malgré la brouille, entre guillemets, dont on a évoqué pour l'affaire Dreyfus, ils s'écrivent quand même au moment notamment de condoléances. On sent qu'il y a quelque chose de très proche. Il y a une lettre très émouvante d'ailleurs. Et quand il est question de la mort du docteur Blanche, Proust, s'il y a un écrivain qui parle bien de la mort, c'est lui. C'est une lettre très touchante. Et quand il s'agit aussi de la mort 2 ans plus tard de la mère de Blanche, de la Blanche mère, il y a aussi une lettre, donc on voit bien que l'affection, et c'est une longue lettre, parce que Proust, on sait, écrivait de longs textes, a écrit un très long roman, il écrivait de longues lettres, donc il y a ça, quand vous dites les amitiés alambiquées, etc., je pense, dites-moi de quel personnage sur Terre, quel être humain sur Terre n'a pas d'amitié alambiquée, compliquée, ça fait partie de l'interaction. Oui, moi, je trouve très touchant. Non, mais il y a un côté un peu cabot chez Proust. Il y a un côté, on voit, très stratège aussi. Il utilise Blanche au bon sens du terme. Une fois de plus, c'est comme Blanche est content d'avoir le Proust en 1919 qui lui fait sa préface de David Adega, qui est quand même magnifique et qui est un plaidoyer, encore une fois, si besoin en était, de toutes les qualités de Blanche, et qui défend notamment contre toutes les attaques, notamment sur l'aspect mondain, etc. Et Proust est le mieux placé pour ça, puisqu'il a été lui aussi un militant des salons, comme disait Barthes. Mais Blanche a trouvé la préface très flatteuse, et apparemment il aurait demandé à Proust d'atténuer un peu les compliments. Et ils se sont rafraîchis. Non, mais ils sont tous les deux, par exemple, comme vous dites, alambiqué, c'est juste parce que c'est un peu stratégique. Par exemple, c'est vrai que quand on lit la lettre de Proust à Blanche, alors que Blanche vient d'écrire le premier article laudateur sur Du côté de chez Swann, donc c'est paru en 1913, Du côté de chez Swann, un compte d'auteur chez Bernard Grasset. En avril 1914, enfin sort cet article qu'ils attendent depuis longtemps dans l'Écho de Paris, et Proust, tout en remerciant Blanche, dit oui, alors c'est évidemment magnifique, etc., mais c'est dommage que j'ai pas relu les épreuves, parce qu'il y a 2-3 erreurs, j'aurais aimé corriger 2-3 choses, et puis ensuite ça tombe, c'est publié pendant les vacances de Pâques, et donc personne ne va le lire. Donc il y a cet aspect absolument sans concession, et la lettre, je vous invite à la lire comme ça, on n'y croit pas. Et de même ils sont dans cet aspect, mais d'une certaine façon, ça irrigue encore l'idée que il y a cette amitié quasiment, c'est des professionnels, comme disait Barthes, c'est des professionnels des salons, de la sociabilité, c'est des professionnels de l'amitié en tant qu'elle aide à la construction d'une œuvre. Comme c'était des professionnels des salons pour rencontrer... D'ailleurs, il dit ça à propos d'Henri de Régnier-Blanche, il dit les portraits sont un bon liant pour l'amitié, comme on parle d'un liant en cuisine, il dit. Donc c'est une façon de rencontrer des gens. Et en retour qui vous inspire votre œuvre. Chez Proust, c'est ça. Quand il sortait, il travaillait. Excusez-moi, pour rebondir là-dessus, vous voulez donc parler d'une vie intéressée, point barre. Les amitiés étaient intéressées. Les jeunes gens venaient voir Jacques-Émile Blanche parce qu'il était déjà connu, connaissait du monde, et peut-être pouvait monter socialement. Lui-même, vous parlé de renvoi d'ascenseur. Est-ce que c'était une vie intéressée? Non, mais c'est pas. Quand vous dites intéressé, on perçoit, je crois, je parle sous votre autorité, mais on perçoit un petit peu de note dépréciative, un peu péjorative. Alors que je ne pense pas, quand Proust écrit ça, il écrit c'est presque un pacte de solidarité comme ça, d'entraide. Oui, elles sont intéressées, évidemment qu'il y a des amitiés intéressées. Et quand il perçoit, il y a sûrement un goût de jeu. On ne devient pas l'ami. Blanche n'a pas en disant « Ah tiens, mon ami est devenu François Mauriac, tiens, mon ami est devenu Cocteau ». Quand il rencontre Cocteau, il raconte dans son journal, il y a une note où il dit
hier, on nous a présenté quelqu'un, on était une société d'adultes, il a 21 ans, Cocteau, et il dit on n'entend que lui, on n'écoute que lui plutôt, on n'entend que lui, ce serait plus péjoratif. Mais on n'entend que lui, on n'écoute que lui, parce que Cocteau est un prodige, et quand on lit la correspondance de Cocteau à cette époque, c'est vrai qu'il est brillantissime. Et force est de constater qu'effectivement, en ce sens, oui, je souscris à ce que vous dites, il était intéressé, mais il n'y voyait pas, je pense que... Vous savez, il y a cette phrase qui me revenait en travaillant là-dessus, qui est de Paul Valéry, où il dit « J'aime les coteries et les quelques-uns ». On a dit c'est l'éloge de l'élitisme, etc. Valéry, qui est aussi un grand ami de Blanchet, dont il a fait son portrait en 1923. Eh bien, oui, je sais qu'aujourd'hui c'est politiquement incorrect peut-être de dire ça, mais ça ne l'est pas dans cette époque-là, et peut-être faut-il revoir cette notion. C'est vrai qu'ils ne sont pas des artistes bohèmes, ils ne sont pas dans l'amitié gratuite et désintéressée, il est moins ami, ça n'empêche pas d'être extrêmement social, mais c'est vrai qu'il ne correspond pas avec son jardinier, correspond avec... Vous avez raison en ce sens, peut-être, mais je ne vois pas moi d'inconvénient. Monsieur. Il a fait un portrait de Marguerite de Saint-Marceau. Il était aussi ami avec elle, enfin, il a aussi l'admiration pour elle. Alors, non, Marguerite de Saint-Marceau est une des animatrices des salons à l'époque. Elle aurait en partie, parce que là encore c'est toujours les jeux de transposition, mais elle a participé à fournir de la matière pour créer le personnage de Madame Verdurin. Donc ça nous remplace là-dessus. Et avec la princesse Edmond Polignac, qui est encore plus connue et plus célèbre, ce sont des animatrices de salons, et c'est dans ces salons aussi que se rencontrent ces créateurs, et puis qui sont des terrains et d'observation et de définition sociale. Et donc les uns et les autres se cooptent pour aller dans les salons de cette dame. Et elle est d'ailleurs l'auteur d'un journal, aussi beaucoup écrit, les gens écrivaient, qui est très intéressant, qui raconte toute cette époque. Donc effectivement, il l'a fréquenté à ce titre. Une dernière question? Oui, monsieur. C'est une question plus anecdotique. Blanche, qui fréquentait la Normandie, surtout Franville à la fin de sa vie, je me suis toujours posé la question, pourquoi nulle part il n'est question du peintre André de Vanvée, avec lequel il y a peut-être eu des rapports. André de Vanvée qui a fait la charge. Parce qu'il a le même âge et puis ils habitaient un peu le même endroit. Ouais. Jane est une encyclopédie vivante sur les peintres. Non, la Normandie, il est de famille normande. Le docteur Blanche, c'est des Normands de souche. Et puis c'est surtout, j'allais dire, première chose, mais deuxième point, la Normandie, c'est le lieu des étés et des villégiatures de la Belle Époque. Et donc c'est un lieu aussi pour ses amitiés de rencontres. Il a rencontré Cocteau en Normandie, il rencontre Percy Granger, un jeune Australien prodige qui travaille dans l'obscurité à Lyon. La personne qui le détecte l'amène en Normandie. Donc je ne dis pas que la Normandie aujourd'hui n'est pas le centre de la création et du rayonnement social, mais ça l'était à l'époque, et donc c'est pour ça ensuite il a gardé un attachement là-dessus. Il faisait venir beaucoup de Parisiens, entre guillemets, et d'étrangers. Avant d'applaudir... Ah, non. C'est une question pour rebondir sur la... Il a peint différentes choses, on a appris... Enfin, non, pas seulement des portraits, mais est-ce qu'il a peint différemment dans sa jeunesse? On a l'impression qu'il peint toujours pareil pendant 60 ans. Ah bon? Alors nous avons vraiment échoué dans notre accrochage. Il n'y a pas des époques marquantes. Franchement, et justement l'accrochage est en grande partie, madame vous répondre derrière, l'accrochage est en grande partie chronologique précisément pour montrer qu'il y a quand même des époques assez distinctes. Comment vous les définiriez? Il y a entre les pastels et les toiles d'avant 1900 et si on fait un saut, les portraits
de la fin des années 10, c'est pas du tout la même chose. Après, il évolue vers soit des études qui sont proches de l'esquisse, soit un portrait ressemblant qui est moins attentif à des détails, à des détails de costumes. On sent que, même dans les techniques, il fait des pastels, il n'en fera plus à partir d'une certaine période, assez vite d'ailleurs. Donc je crois... Il a toujours le même rapport au sujet, quoi. Il n'a pas, c'est vrai qu'il n'a pas fait du cubisme. Non, c'est vrai que vous avez raison. Non, il n'a pas, non, il aurait pu. Il n'aurait pas pu. Picasso, par exemple. Vous avez raison. Oui, Picasso dans son... Il y a des variations, mais il reste dans son genre. D'ailleurs, il disait, je vais être portraitiste en tout et de tout. Il a, et c'est quand même ce qui est extraordinaire, c'est que, alors même que ce genre, qui était un genre canonique, va passer sévèrement de mode très vite, il va quand même persister dans son genre. Donc ça, c'est la fidélité à son défi, c'est ce qui fait la richesse et le caractère assez unique de son œuvre. De ce point de vue, vous avez raison, il a voulu faire toute sa vie ce qu'il a commencé. Comme ça n'a rien à voir, mais par exemple, quand on voit Hopper de 1900 à 1966, ça fait... Il faut comprendre qu'on a un peintre individuel qui trouvait sa manière de peindre, de s'exprimer. Voilà. Il est resté un figuratif toute sa vie. Il ne faut surtout pas lui reprocher, je crois qu'il faut même l'applaudir. Et il y a d'autres artistes qui, à la même époque, en statuaire, sont restés des grands artistes figuratifs, parce que de parler de Despiau et de beaucoup d'autres. Donc je pense qu'il ne faut pas toujours avoir l'idée d'opposer un artiste figuratif à ce qu'on appelle les avant-gardes, parce que d'une certaine manière c'est un faux problème. Mais chère Lucille, encore un parallèle avec Proust, qui est resté extrêmement fidèle et qui n'a cessé de travailler petit à petit la cathédrale qu'il voulait dans un style qui se peaufinait, qui se confortait, et d'autres écrivains ont eu des grandes ruptures parce que leur œuvre s'est développée par des ruptures, justement. Les peintres, surtout les peintres aussi. La plupart des peintres, quand même, ont eu des époques sur 60 ans. C'est ça qui est étonnant, mais qui a commencé par un de ses contemporains, Picasso, qui est évidemment à lui. Alors, avant d'applaudir Blanche et Jérôme Neutre, je vous signale, et l'assistance, et voilà, je vous signale que le 29 novembre, on parlera des salons à la Belle Époque avec l'historienne Anne Martin-Fugier. Et là, mais un torrent d'applaudissements. Merci.